Quand je suis tombée enceinte, on souhaitait une approche la plus naturelle possible pour la naissance de notre enfant. La maternité proposait un beau parcours de soins qui correspondait à notre vision des choses. En plus, la maternité insiste beaucoup sur la place du père et ça nous a touchés. Malheureusement, lors de notre première visite, on a trouvé la maternité très impersonnelle et froide. On s'est retrouvé dans un vrai labyrinthe par 40 degrés. On était complètement perdus. On se demandait si on serait capable de retrouver le service le jour J. Devant la salle nature, on nous explique que c'est compliqué pour l'avoir et que vaut mieux pas trop compter dessus, En réalité, c'est juste pour faire beau sur la plaquette. alors qu'on venait précisément pour ça. Le jour de l'accouchement, je suis arrivée en travail déjà commencé. On m'a fait la péridurale qui s'est bien passée. La sage-femme a pris le temps de m'expliquer les choses. Elle m'a rassurée. J'étais contente d'accoucher avec elle. Sauf que non. Ça change de personnel sans prévenir et tu te retrouves avec quelqu'un que tu connais pas. Ça nous a pas rassurés. Puis pendant un long moment, on s'est retrouvés vraiment seuls. Et là, le personnel arrive et m'annonce qu'on y va. Je me retrouve sur une table d'accouchement particulièrement inconfortable, branchée de partout, et on galère pour me trouver un simple oreiller. L'accouchement commence, mais je leur explique que je ne sens pas mes contractions. J'ai l'impression que personne m'écoute. On me répète « Madame, allez-y quand vous avez une contraction », mais je ne sens rien. Pendant 3 quarts d'heure, je lutte de tout mon cœur, mais il se passe rien. Je commence vraiment à fatiguer. Et j'ai l'impression qu'on m'écoute toujours pas. On me répétait juste « Mais allez-y, allez-y !» On sentait que ça commençait à devenir plus tendu dans l'ambiance, hein. Et moi, je savais pas quoi faire. Je me suis senti en dehors, exclu. Le père intégré, c'est pas vrai, hein. C'est pour faire bonne figure. Et là, j'entends il bradicardise !» Je sais qu'on est en danger, donc tout s'accélère. L'équipe d'intervention débarque et une femme me dit qu'il va falloir s'y mettre car ils vont pas faire le boulot à ma place. Comme si j'avais rien fait. J'avais peur pour mon bébé et surtout le sentiment de ne pas pouvoir faire mieux. C'était terrible. Je suis choqué du manque de liaison entre les deux équipes. On nous a lâchés avec le GIGN. On se demande vraiment ce qui se passe. Je pousse et je finis par sentir l'obstétricien qui tire sur le bébé comme il peut. Il le pose sur moi et là, c'est le soulagement. Il est là et apparemment tout va bien. L'obstétricien avait l'air pressé, il était attendu ailleurs et il allait me recoudre à la va-vite. Heureusement, la sage-femme s'est proposée et a pu s'occuper de moi calmement. Une fois dans la chambre, le personnel ne respectait pas notre intimité. Ils nous ont avoué ne pas tenir compte des dispositifs mis en place pour signaler qu'il ne faut pas entrer. C'est le défilé, la fourmilière, des gens très gentils et bien intentionnés, mais sans arrêt. Je ne pouvais pas me reposer. Et tous les jours pareil, pas une heure sans que quelqu'un ne frappe. Le jour ou la nuit même. J'avais des difficultés à allaiter. J'entendais des conseils flous sur l'origine du problème. Pour certaines sages-femmes, ça venait d'une montée de lait tardive, pour d'autres de la forme de mes tétons, sans compter les remarques désobligeantes sur la taille de mes seins. Et en plus, on laisse entendre à une jeune maman que dès le début, elle n'y arrive pas, quoi. Mais c'est horrible. Moi, je voulais juste découvrir mon bébé et le comprendre. Mais plusieurs fois, on me le collait sur les seins en appuyant dessus jusqu'à me faire mal, sans aucune empathie ni d'explication. À ce moment-là, j'ai décidé d'arrêter l'allaitement. C'est pareil pour les lits. On nous avait dit que les conjoints pouvaient dormir à la maternité. Et pendant le séjour, on n'en a pas eu. J'ai dormi par terre. Les infirmières passaient au-dessus de moi sans rien dire. On a su après qu'il fallait payer pour en avoir un. Si on l'avait su, on l'aurait fait. On s'est dit qu'il y avait des couples qui en avaient plus besoin que nous, donc on n'a pas osé demander. Et pour les repas, on a demandé, mais pas de possibilité d'en avoir d'autres. Du coup, on a dû partager les miens. Il y a plein de choses comme ça qui faisaient que j'étais souvent en pleurs. Ça a duré une semaine, je l'ai vécu comme une torture. On a compris quand on est rentré à la maison, où là tout s'est apaisé, on était au calme, on pouvait dormir tranquillement. Il n'y avait plus que nous et notre bébé. On se comprenait et l'allaitement s'est très bien passé. Le retour a été une libération. En salle de naissance, la communication, elle n'est pas comme celle de tous les jours. Donc, les patientes, elles n'entendent pas forcément ce que l'on dit, parce c'est normal, elles sont dans une autre dimension. Et donc, du coup, il y a des choses que l'on dit qui ne sont pas comprises ou pas entendues. Et pour nous, on peut penser que c'est assimilé ou entendu, et en fait, on se rend compte que non. Entre ce qu'elles ont vécu et ce que nous, on a pu vivre, il y a assez souvent un décalage. La communication, elle est très importante en amont de la salle de naissance. Et en salle de naissance, il y a certainement un effort à faire, d'une part sur les mots qu'on utilise pour expliquer aux patients, à leurs conjoints aussi, parce qu'ils ne sont pas dans le même état non plus. Des retours comme ça peut arriver dans toutes les maternités.
puisque effectivement, je pense que quand on est enceinte, quand on accouche, on a quand même un état psychologique qui est complètement différent. Et il faut, nous, qu'on arrive aussi à s'y adapter, à avoir une certaine aussi asepsie verbale. C'est des choses auxquelles j'ai déjà assisté, et pas qu'une fois. Je pense que c'était plutôt des choses que j'ai pu voir quotidiennement. La maternité dans laquelle je suis maintenant, c'est des choses qui sont vraiment au cœur de nos projets et qu'on essaye finalement de bannir complètement de ce qu'on pourrait vivre. Moi, je l'ai vécu, ça oui, plein de fois étudiante, mais finalement, je le vis plus maintenant au quotidien. Il y a un manque de temps énorme pour les soignants pour s'occuper des gens. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de personnel. Il faut que tout aille vite parce que les séjours sont raccourcis. Et que ce qu'on disait en 6 ou 7 jours, il faut le dire en 3 jours maintenant. Que ça soit à l'hôpital ou à l'extérieur, il y avait cet aspect de les professions médicales ont le savoir et les gens ont qu'à accepter. C'était un peu comme ça, hein. Avant les gens soignés, ils venaient, ils ne posaient pas de questions, on leur donnait un médicament, on leur disait de faire comme ça. Et je pense que maintenant, de façon légitime, les usagers, ils ont besoin de comprendre et d'adhérer en fait à ce qu'on va leur proposer comme soin ou en tout cas de comprendre ce qui va se passer. Quand il y a effectivement une urgence sur un accouchement, il y a toujours quelqu'un dans l'équipe qui peut prendre le temps d'expliquer ce qui est en train de se passer. Même si ça doit aller vite, on doit prendre le temps d'expliquer qu'effectivement il se passe quelque chose, mais qu'on va être là pour les accompagner. Surtout qu'en plus, là en l'occurrence, la péridurale était trop perte de dosée, du coup la confiance. dame elle sentait pas ce qu'elle faisait. On est plus proche de nos patientes. Et du coup, j'ai réussi à comprendre ce dont elles avaient besoin et ce dont elles avaient envie, pour finalement me mettre à leur place peut-être encore plus. Ou d'avoir les retours d'expérience aussi derrière m'a permis de modifier encore plus ma pratique. Je prends encore plus de temps pour expliquer, ou je m'assois plus au bord du lit à discuter avec la patiente. Peut-être qu'on va discuter des choses et d'autres de la vie, mais c'est ce dont elles ont besoin à ce moment-là. Ou effectivement, pour le départ en césarienne, c'est 3 mots. C'est peut-être 3 mots, mais c'est 3 mots qui vont changer leur vécu. On prend du temps et si on prend du temps, on les connaît, donc elles nous font confiance effectivement. Ouais, l'hôpital, c'est plus impersonnel, forcément. On peut pas. Il parle du changement de garde, mais les personnes d'EHPAD ne peuvent pas faire 24-48 heures et à un moment, il faut passer la main. En général, quand tu fais un monito ou quand tu vas à domicile, tu restes une demi-heure à côté de ta patiente. Donc forcément, on discute et là, la relation de confiance s'installe. Et ça, c'est peut-être effectivement quelque chose que j'ai modifié. C'est-à-dire qu'avant, quand j'étais à l'hôpital, je posais mon monito, je sortais de la pièce. Et maintenant, je ne le fais plus forcément. Alors, forcément, si j'ai beaucoup de boulot, ça c'est encore quelque chose de différent. Mais si j'ai le temps, évidemment, je vais rester avec la patiente. Nous, ce qu'on trouvait, c'était que la base de tout, c'est la communication. Là, on se rend bien compte que le mauvais vécu des couples aussi passe par un problème de communication entre l'équipe soignante, médicale. Ce qui est intéressant dans la vidéo, je trouve que c'est que, en fait, ça nous confronte à notre quotidien. Et puis du coup, je pense que c'est un peu, on est toutes comme ça, les sages-femmes, on se remet souvent en question quand il y a un truc qui n'a pas été, et on fait un débrief après, qu'est-ce que j'aurais pu faire, qui aurait pu être mieux. Et du coup, ça nous remet en question en fait. Et est-ce que moi j'ai déjà vécu ça, et est-ce que j'étais comme ça avec les couples, et du coup, qu'est-ce que je peux faire pour me remettre en question, et qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma prise en charge la prochaine fois. Et du coup, c'est après de travailler à ce qu'on peut mettre en place à la maternité. Et puis, on a une sage-femme qui a un DU de gynéco et en fait, qui a été sensibilisée à la bientraitance et à la maltraitance obstétricale. Donc, je trouvais que c'était intéressant que, alors on parle de protocole, mais en fait, qu'on formalise un peu qu'est-ce que c'est la bientraitance, qu'est-ce que c'est que la maltraitance, qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Des fois, il y a des choses où on se dit, bah tiens, j'ai l'habitude de faire ça, finalement, on se rend compte que c'est un peu limite. Donc, d'essayer de travailler ensemble. Parfois, on pourrait s'organiser. Pourquoi faire le bain le matin et pourquoi pas le faire l'après-midi en respectant le rythme de bébé? Sauf qu'il y a d'autres contraintes à côté. Enfin, c'est des fois, c'est le bio-nettoyage. Après, c'est le pédiatre qui est dispo qu'à cet horaire-là pour passer parce qu'il a ses consultations. Enfin, c'est tout ça qui tourne autour. Mais je pense qu'en effet, quand on dit aux patients en disant voilà, le matin, c'est vrai que c'est chargé, il y a beaucoup de visites. Par contre, l'après-midi, on vient beaucoup moins vous voir. Donc, c'est vraiment un temps que vous avez pour vous reposer.
travail ensuite de couche, on est obligé d'aller voir nos patientes. On est obligé d'aller faire le ménage dans les chambres. Voilà, il y a des choses qui sont comme ça, protocolées, obligatoires, et je pense que ça peut effectivement, certaines fois, être mal vécu par les patientes parce qu'elles sont dans leur chambre et elles subissent finalement l'arrivée de chaque personnel. Le vécu de l'accouchement n'a rien à voir avec l'aspect médical de l'accouchement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un accouchement qui se passe super bien et avec des patientes qui ont eu un mauvais vécu pour plein de raisons. Et à contrario, on a des fois des accouchements qui finissent en césarienne, un peu en urgence, un peu, et en fait c'est bien vécu. Parce que souvent, il y a eu, c'est les mots en fait quand ils peuvent être prononcés et l'accompagnement qui change tout. Par rapport au vocabulaire qui est utilisé, en fait c'est à nous de nous maîtriser. Mais je pense que quand on dit ça bradycardie, c'est que le soignant en l'occurrence devait être dans le stress aussi et du coup a pas su gérer ses paroles parce que pris par ses émotions aussi, parce que comme on dit, on est humain et on voit des fois que c'est un peu compliqué et voilà, il faut trouver le bon vocabulaire pour pas trop alerter les couples en disant voilà, on disait plutôt que de dire bébé bradycardie, on va dire bébé fatigue un petit peu, donc je vais appeler le médecin. Nous on s'occupe d'un couple, d'un bébé, donc on connaît les gens au bout de quelques heures, on est là pour les accompagner. Nous, c'est notre travail principal, c'est de les accompagner parce qu'elles savent accoucher, les dames. Donc, on est juste là pour donner un petit coup de main. Le médecin, il vient parce qu'on l'a appelé qu'il y a un problème. Donc, c'est aussi, ils arrivent stressés. Mais c'est vrai que l'image du GIGN, en fait, c'est pas mal. Parce que allongé sur la table, avec réalité. Casac, masque, c'est vrai que ça peut faire peur. Et finalement, la façon de prendre en charge les patients et les couples, c'est la façon dont nous, on aimerait être pris en charge. On peut tous à un moment être maltraitants sans le vouloir. La préparation, elle sert aussi à expliquer ce qui va se passer. Parce qu'on sait que le jour de l'accouchement, il y a des choses qui ne vont pas être entendues, pas comprises. Donc le fait d'avoir un peu en amont anticipé et essayer de préparer le terrain sur ce qui va bien, mais après, c'est de les préparer aussi à quand ça ne va pas bien. Et de les prévenir avant, c'est indispensable, je pense. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir une référente en allaitement au sein de la maternité. Nous, on a ça et c'est quand même hyper appréciable. Et que du coup, après, cette sage-femme-là, elle puisse porter tout ce qui est physiologie de la lactation aux équipes. Par rapport à leur séjour, c'est qu'il y a beaucoup de personnes différentes, avec des formations des fois différentes par rapport à l'allaitement. Or, en tant que personnel, on doit se reformer en permanence. On doit être dans l'empathie, mais pas se projeter non plus. C'est pas parce que j'ai cette expérience-là que la patiente qui est en face de moi va avoir la même. Que tous les acteurs qui ont été sur un accouchement où les gens n'ont pas été satisfaits puissent revoir les choses ensemble et dire où ça n'a pas été et comment on fait la prochaine fois pour que ça recommence pas. Et quand on a un mauvais vécu des patientes, ce qui peut arriver, et du coup je propose aux dames de les revoir après, en postnatal, en lien soit avec la sage-femme qui était là, parce que des fois la sage-femme, c'est comme les patientes, elles n'ont pas forcément le même vécu que nous, donc pour voilà, qu'elle ait son regard de professionnel, et puis d'y mêler aussi notre psychologue, parce que ça peut avoir un impact aussi sur sa vie après. Plus travailler sur la parentalité, aussi bien des parents que des bébés, pour que du coup, on a un cours qui s'appelle Enfant mode d'emploi, c'est un peu ça en fait. C'est préparer un anténatal pour du coup mieux appréhender les choses. On a structuré tous nos cours de prépa et on a fait un cours de prépa sur le vécu des expériences antérieures. Parce qu'on s'est dit que souvent, comme vous dites en fait, elles n'en parlent pas sur le moment. La dame là dont je vous parle, je ne pense pas qu'elle reviendra nous voir. Et pour autant, si elle est de nouveau enceinte, ça risque d'avoir un impact sur sa grossesse ou son accouchement. Donc le fait d'avoir ce cours-là, ça permet de déposer un peu tout en début de grossesse ou en milieu de grossesse, quand elle le veut. Il y a plein de choses qu'on pourrait améliorer et je pense aussi pour rajouter finalement d'avoir eu mes 2 casquettes libérales hospitalières, d'avoir aussi ce lien entre le libéral et l'hôpital finalement, de pouvoir se rencontrer régulièrement entre professionnels pour que finalement les personnes qui sont hospitalières arrivent à comprendre la même chose que ce qu'on peut comprendre en libéral et les besoins des patients. Moi, je pensais que quand ça s'est mal passé aux patientes de faire un écrit, de dire, même si c'est un peu à distance, qu'est-ce qui n'a pas été. Et souvent, elles n'osent pas. Elles disent, non, si, parce que ça va servir à quelqu'un d'autre, quoi. Mais elles ont du mal à dire ça n'a pas été. Pas parce qu'elles ont peur de représailles, mais c'est parce que je pense que c'est comme ça, quoi. Il y a un peu de fatalisme en disant, à l'hôpital, on sait que c'est comme ça. Je pense qu'elles ont envie de tourner la page. Elles n'ont pas envie de ressasser, donc elles n'ont pas forcément envie d'être contactées par l'hôpital derrière, certaines fois.
voilà, elles ont envie aussi d'avancer, de profiter de leur bébé et pas de reparler de certains moments qui n'ont pas été. Écouter les gens aussi. Et voilà, écouter, parce qu'en fait, quand on les écoute, ils donnent des milliers d'informations. Moi, donc, je suis en libéral et qu'on a du temps. Sur une consultation, soit gynéco, grossesse, tout ça, écouter les mots qui sont utilisés, ce qu'ils ont à dire, les gens, ça nous aide, ils nous lâchent le travail en fait, sur plein de choses, sur comment les accompagner derrière. Bah, moi, je leur conseillerais de retourner à la maternité pour en discuter avec les professionnels de santé qui étaient présents. C'est comme ça qu'on progresse en fait. Donc eux, ils vont progresser parce qu'il ne faut pas qu'ils restent sur un mauvais vécu comme ça. Et puis les professionnels, on va se remettre en question et on va retravailler sur ce qui s'est passé.